Bienvenue sur Mécapod, le podcast des passionnés de mécanique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mécapod. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la découverte de l'histoire d'un véhicule hors norme ayant posé les roues dans l'un des endroits les moins accueillants de notre planète. Avant ça, je vous rappelle que le podcast est disponible sur Spotify, YouTube, Amazon et Apple, ainsi que sur mon site internet mecapod.com. Avant de vous raconter l'histoire de l'un des plus grands échecs de l'histoire de la conquête de territoire, voyons un peu le contexte. Nous sommes dans les années 1910. L'Antarctique est vu comme le territoire à explorer et à conquérir par les grandes puissances. Des expéditions avaient déjà été tentées, mais elles échouèrent ou finirent en tragédie pour la plupart. Les puissants des années 1920, tels que l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France, clamèrent leur part du gâteau. Les États-Unis étaient totalement absents du continent. À cette époque, seules de petites expéditions privées avaient foulé le sol du continent glacé. Commençons maintenant la fabuleuse histoire de cet engin hors du commun. Il fut imaginé par Thomas Poulter lors d'une expédition en Antarctique en 1934. À son retour, il devint directeur scientifique de l'Armor Research Foundation à l'Armor Institute of Technology of Chicago, qui deviendra plus tard Illinois Institute of Technology. Il lui faudra attendre 1937 pour que la conception de son engin démarre et que l'équipe d'ingénieurs commence à travailler sur les solutions pour permettre la mise en œuvre d'un véhicule capable de fonctionner, se déplacer et de faire vivre un équipage de 5 personnes pendant plusieurs mois. Début 1939, le président Roosevelt crée the United States Antarctic Service Expedition dans le but de construire deux bases, l'une sur la petite Amérique actuelle, à l'est, et la seconde à l'extrémité de la terre de Palmer, à l'ouest. Et ce, afin d'explorer la partie non découverte de l'Antarctique allant de ces deux bases au pôle sud. L'expédition se composera alors de deux navires, l'USCGC North Star et l'USS Bear, de 125 hommes, 84 chiens de traîneau, 2 petits tracteurs, 2 tanks, 3 avions et notre fameux mastodonte. Ce véhicule fut présenté au gouvernement en avril 1939, laissant seulement 6 mois à la finalisation du design et la production, car oui, ce qui a été présenté au gouvernement n'était rien d'autre qu'un plan et un projet. Sa construction démarrera alors le 8 août 1939 et se terminera 11 semaines plus tard, soit le 24 octobre 1939. Le véhicule, sorti de l'imagination de Poulter, avait pour but de conquérir le pôle sud. Son nom, l'Antarctic Snow Cruiser, aussi connu sous le nom de Penguin, Penguin One ou de Turtle. Cet engin a des mensurations hors normes. 17 mètres de long, 6 mètres de largeur, une hauteur allant de 3,7 à 4,9 mètres suivant la position des roues, pour un poids sur la balance de 37 tonnes. Effectivement, on ne parle pas d'une petite balance. Il pouvait même avoir sur le dos un avion, un biplan Beechcraft 17 qui pouvait être monté et descendu à l'aide d'un treuil et qui pouvait accueillir jusqu'à 5 passagers. Ce mastodonte était mu par 2 moteurs diesel Cummins d'une puissance d'environ 150 chevaux chacun pour un total de 300 chevaux. Chaque moteur avait une cylindrée de 11 000 cm3 pour 6 cylindres. Ces moteurs ne faisaient pas directement tourner les roues, mais entraînaient des génératrices électriques. Ces derniers fournissaient de l'électricité aux 4 moteurs électriques dans les moyeux des roues. Chaque moteur électrique avait une puissance de 75 chevaux, soit un total de 300 chevaux si on additionne la puissance des 4 moteurs. Ces derniers entraînent 4 roues aux dimensions titanesques, 3 mètres de diamètre extérieur, environ 1,70 m de diamètre intérieur pour 85 cm de large, le tout parfaitement lisse, mais ça, on en parlera plus tard.
Les gaz d'échappement des moteurs sortaient au niveau des roues afin de propulser de l'air chaud sur ces derniers pour éviter de geler et de faire craqueler le caoutchouc. Ces pneus sont installés sur des suspensions pneumatiques. L'idée est de permettre au véhicule de passer les crevasses présentes en Antarctique et très nombreuses. Le véhicule roule en position haute la plupart du temps, puis, à l'approche de la crevasse, va approcher ses roues avant du bord. Les rétracter afin de poser le nez du véhicule de l'autre côté. Avancer en faisant glisser le nez sur la neige jusqu'à ce que les roues avant soient passées de l'autre côté, puis utiliser la même méthode en rétractant les roues arrière, puis en faisant glisser la queue du véhicule par-dessus la crevasse qui pouvait aller jusqu'à 4,5 mètres de largeur. Très ingénieux pour un véhicule de cette taille. Cette manipulation prenait environ 20 étapes et nécessitait beaucoup de patience. Ce projet de construction de ce véhicule coûta 300 000 $ de l'époque, soit environ 5,5 millions de dollars actuels. Nous l'avons vu, sa fabrication a duré à peine 11 semaines, et les problèmes commencèrent dès la sortie de l'usine. 1640 km le séparaient de son point de chargement entre Chicago et Boston. Le snowcruiser était difficile à manœuvrer et dut s'arrêter une journée à cause de fortes pluies près de Fort Wayne dans l'Indiana, car les routes étaient devenues trop glissantes. Il se retrouva ensuite coincé dans un ruisseau pendant 3 jours près de Gomer dans l'Ohio après une perte de contrôle, puis la rupture d'une durite hydraulique ralentit encore l'avancement. Ils durent s'arrêter pour réparer. Ça s'annonce vraiment mal pour cet engin inarrêtable d'après ses concepteurs. En plus de sa faible manœuvrabilité, il est très lent. Son rapport poids-puissance de 8 chevaux par tonne ne lui permet pas de se déplacer très vite. Sa vitesse estimée de 48 km/h ne sera jamais atteinte. Au lieu de ça, il roulera à 16 km/h de moyenne. Son périple jusqu'à Boston lui prit 3 semaines au lieu des 8 jours initialement prévus. Avant même d'être monté sur le bateau, il détenait déjà un record, celui du plus long bouchon de l'histoire avec près de 70 000 véhicules. Sur la route, ils effectuèrent quelques tests dans les dunes proches de la ville de Gary dans l'Indiana. Il arriva à destination le 12 novembre, laissant seulement 2 jours de préparation avant le chargement. Après ce voyage en demi-teinte, le mastodonte est enfin chargé sur le North Star le 15 novembre. La partie arrière a été démontée afin qu'il ne dépasse pas trop du bateau. Même avec ce retrait, le snowcruiser dépassait malgré tout de la largeur. Le North Star arriva en Antarctique début janvier 1940, avec à son bord les membres de l'équipage du cruiser composé de Thomas Poulter comme commandant, F. Alton Wade comme scientifique, Félix Ferranto comme opérateur radio, Theodore Petras comme pilote, Charles Meyer comme mécanicien et enfin Navy, le chien de l'équipage. Dès le déchargement, les problèmes commencent. L'une des rampes en bois spécialement conçues pour supporter le poids de la bête cède. Heureusement, Poulter est aux commandes et propulse le véhicule hors du bateau. Enfin, propulse. Il lui évite juste de s'écraser lamentablement. Une fois le snowcruiser sur la terre ferme de l'Antarctique, les ennuis continuent. Le véhicule et ses pneus lisses de 3 mètres ne permettent pas de se déplacer correctement dans cet univers de neige et de glace. Ces gros pneus lisses, sans bande de roulement, avaient été créés à l'origine pour un véhicule circulant dans les marais. Ils patinent et n'offrent quasiment aucune adhérence sur ces terres hostiles, finissant même par s'enfoncer de près d'1 mètre sous la neige, faisant par la même occasion surchauffer les moteurs bien trop petits pour cette machine géante. L'équipage déplace alors les 2 roues de secours du compartiment arrière sur les roues avant pour en faire des roues jumelées, afin d'essayer d'augmenter la traction. Ils installent ensuite des chaînes sur les pneus arrière. Tout cela ne sera pas d'une grande aide pour la motricité. Après de nombreux essais, l'équipage remarqua que le véhicule avait une plus grande motricité en marche arrière.
Il parcourra alors près de 148 km d'une seule traite autour de la base. Mais forcément, en marche arrière, c'est bien plus long puisqu'il est encore plus lent. Impossible donc, dans ces conditions, d'accomplir sa mission de découverte de la région, et encore moins celle d'aller jusqu'au pôle sud, puis de rejoindre la base ouest. Le 24 janvier 1940, Poulter retourne aux États-Unis et laisse Alton Wade à la tête de l'équipe d'expédition. La presse américaine perdait de son intérêt pour le projet et a commencé à critiquer la tournure qu'avait pris cette expédition, allant jusqu'à la qualifier de flop monumental, ce qui n'était pas totalement faux. Il apparut clairement que malgré un design impressionnant, ce mastodonte a été construit trop rapidement, sans test ni mise à l'épreuve, digne de ce nom, pour affronter le terrain hostile de l'enfer glacé. Ses pneus étaient inadaptés et les moteurs trop petits pour déplacer cette machine titanesque. Les scientifiques décidèrent alors de l'immobiliser définitivement et d'en faire un laboratoire fixe. En effet, le snowcruiser était équipé d'un compartiment alimentaire pouvant conserver jusqu'à une année de provisions, de 2 réservoirs d'essence, l'un de 9500 litres dans le plancher et un second de 3800 litres dans le toit, un compartiment de pièces détachées et d'usinage, un dortoir qui servait aussi de pièce de vie, une cuisine qui sert également de chambre noire pour développer les photos, une zone contenant de l'outillage et enfin une zone scientifique au niveau du poste de conduite. Il était chauffé en utilisant le liquide de refroidissement des moteurs qui circulait dans tout l'habitacle et au niveau des systèmes hydrauliques pour les maintenir à bonne température. Ce système était si efficace que l'équipage indiquera plus tard qu'il pouvait dormir seulement avec une petite couverture, ce qui n'est vraiment pas mal lorsque l'on se trouve dans le froid polaire. Une fois le véhicule immobilisé, recouvert de bois et de neige, il servit de laboratoire fixe pour faire des études sismologiques, des mesures de rayons cosmiques et des carottes de glace pour faire des recherches. L'excès d'énergie électrique produit par les moteurs était stocké dans des batteries pour les feux de circulation et l'équipement lorsque le moteur ne tournait pas, permettant à l'équipage d'optimiser la consommation de carburant. Après plusieurs mois à vivre en autosuffisance, les explorateurs cloués à la glace quittèrent leur bivouac de luxe le 22 décembre 1940. L'entrée en guerre des États-Unis imminente, les financements se dirigèrent vers des choses plus importantes et plus vitales. L'expédition complète fut alors rappelée à la maison, car oui, les 2 bateaux et tout l'équipement que nous avons cité tout à l'heure, les hommes, les chiens de traîneau, etc., avaient, eux, continué leur exploration, mais avec un objectif beaucoup plus restreint. Le snowcruiser fut alors abandonné avant d'être visité une première fois en 1947 lors de l'opération High Jump, puis une seconde fois en 1958 par une expédition internationale. Ces derniers le localisèrent sous 7 mètres de neige grâce à un bambou qui dépassait de la neige. Il fut alors déneigé jusqu'aux roues et les visiteurs le retrouvèrent comme il avait été laissé à l'époque, avec des magazines, les papiers et les équipements encore présents. Faut dire qu'il n'y avait pas beaucoup de visiteurs dans le coin, donc personne pour piquer l'équipement. Aujourd'hui, plusieurs hypothèses subsistent, car lors des visites suivantes sur ces coordonnées, le véhicule n'était plus présent. Les hypothèses les plus probables sont que le véhicule est sous plusieurs mètres de neige et de glace, et donc totalement inaccessible. Autre hypothèse, l'activité géologique étant très importante et la glace étant toujours en mouvement dans cette zone, par exemple, en 1963, une grande partie de la glace de la plateforme de Ross s'est rompue et éloignée, ce qui a pu faire tomber le mastodonte au fond de l'océan où il giserait alors. La dernière hypothèse, un peu plus farfelue, serait que l'URSS, durant la guerre froide, soit allé le récupérer sur place afin de se l'approprier. Peut-être le reverrons-nous un jour. Pour conclure, ce géant était plein de nouvelles technologies et d'idées innovantes, telles que ses suspensions hydrauliques, ses moteurs hybrides, diesel électriques, ainsi que ses équipements intérieurs. Clairement, son manque de tests et de préparation, lié à l'empressement, à la pression des financiers et à l'enthousiasme de la presse et du public,
seront les causes de son échec. Un échec financier et historique pour ce géant des neiges, qui, avec des pneus plus adaptés et des moteurs plus puissants, aurait pu conquérir le pôle Sud et une bonne partie de l'Antarctique. C'est ainsi que s'achève cet épisode de Mechapod. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire sur les réseaux ou sur Spotify. Merci à mon ami Jérôme, que j'espère recevoir bientôt dans ce podcast, de m'avoir proposé ce sujet très intéressant. Comme d'habitude, retrouvez des photos et illustrations dans la semaine sur mes réseaux, ainsi que sur mon site internet. À très vite dans un nouvel épisode de Mechapod. Merci d'avoir écouté le podcast Mechapod. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.